Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à ce magazine spécial co-animé par Demina Confrère, à ma gauche Jean-Louis Miaswekama d'Antena, et il y aura également Jimmy Moulaya pour le compte d'infos scientifiques et moi Jean-Pierre Djodji, 60 minutes pour Kanakin Télévision. En face de nous, le professeur John Ekina Bongongo, il n'est plus à présenter, un professeur d'université qui a fait ses preuves dans beaucoup de publications, il fait d'importantes recherches. Aujourd'hui, nous le raisons pour qu'on parle des mines congolaises parce que on se rappellera, le prof Ekina Bongongo a fait d'importantes recherches. Il a même publié un ouvrage sur la joint venture et les mines sont concernées par cette opération. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. En face de vous, Jean-Louis Miaswekama d'Antena. Jean-Louis, on a le prof pour cette question. Pensez-vous que c'est un client qui vaut la peine? Bonsoir professeur. Bonsoir monsieur le journaliste. Très heureux de participer à cette émission et comme mon confrère Jean-Pierre Djodji l'avait dit, vous avez écrit notamment sur les joints de venture et effectivement d'emblée on aimerait avoir même un contenu très résumé de ce que vous avez publié sur les joints de venture, notamment dans le secteur minier. Voilà, merci pour la question. Je peux dire de prime abord que 6 ans d'Iran, j'ai passé une émission avec le journaliste Jean-Pierre Djodji qui a porté sur la quintessence, n'est-ce pas, de ma thèse de doctorat. Du reste préparé et prédéfendu à l'université de Kinshasa, la faculté des sciences économiques et de gestion, option économie industrielle, soutenu à l'université Marien Ngouabi sous l'égide de l'université de Bangui le 14 juillet 2014. Et donc vous voyez que cette thèse de doctorat a été publiée aux éditions universitaires d'Allemagne en 2015 et depuis lors nous avons reçu de cette édition un trophée, un prix honorifique international pour l'excellence de cette œuvre. Alors aujourd'hui nous sommes là en train de suivre l'actualité. Les mines congolaises défrayent la chronique par les temps qui courent, de par le fonctionnement, et par la manière dont les choses, n'est-ce pas, se passent, et que nous constatons qu'il y a eu quand même des avancées parce que les codes miniers de 2002 qui faisaient défaut en ce qui concerne la modicité des retombées, vous avez vu qu'il y avait plus ou moins 2% de relevance. Aujourd'hui, on est passé de 2 à 10 avec le nouveau code minier. Il y a eu l'augmentation assez sensible du taux moyen d'imposition. On dirait que c'est une amélioration. Nous sommes en train de suivre. Et aussi les initiatives de part et d'autre qui vont dans le sens de la renégociation. Donc l'ouvrage est en train toujours de revenir, n'est-ce pas, au niveau de la pointe de l'actualité et nous continuons à réfléchir dans ce sens. Professeur, alors dans vos différentes recherches, dans vos différents écrits, si on lit entre les lignes votre recherche à travers votre thèse de doctorat, comme vous l'avez dit, quelque part vous insistez un peu trop sur la fraude fiscale dans le secteur minier, qui a différentes formes. Peut-on avoir une idée un peu plus nette de cette fraude fiscale? Comment se déroule-t-elle? Quelles en sont les implications? Et quels peuvent être les principaux bénéficiaires de cette fraude fiscale? Voilà, la fraude fiscale existe dans tout le secteur, dans tout le domaine économique, et que pour ce qui est de secteur minier, il y a d'abord au niveau de déficit, il y a déficit de prospection, des gisements miniers. C'est à ce niveau-là, déjà, il y a un problème. Parce que on est en train de faire une sous-évaluation. Sous-évaluation, quoi, de ces gisements miniers.
il se pose déjà un problème à ce niveau-là. Au niveau de l'extraction, minière et même métallurgique. Donc, on n'est pas en train de bien déclarer les choses. Il y a aussi la répartition arbitraire de parts, ce qui fait qu'on est en train d'imposer quelque chose qui ne reflète pas la réalité. Il y a aussi au niveau des statistiques, il y a les statistiques de production qui sont biaisées à volonté. Voilà, il y a dans plusieurs niveaux, on sent qu'il y a l'opacité, l'opacité de la gestion où on n'est pas en train de bien déclarer l'assiette, et lorsque l'assiette n'est pas bien déclarée, tout est mal parti. Et aussi le comportement des agents du fisc, où on ne voit pas vraiment un contrôle rigoureux, et on peut dire quand même que les administrations fiscales n'ont pas joué leur rôle. C'est ainsi que la fraude perdure. D'accord, et souvent à côté de la fraude, il y a un peu sa sœur jumelle ou cadette, l'évasion fiscale, dont j'ai été explicateur justement, l'évasion fiscale n'étant pas directement la fraude, mais juste de jouir d'une disposition qui permet d'un vide juridique qui permet de profiter à son avantage davantage dans un secteur. Et il y a aussi ces formes aussi d'évasion fiscale. Voilà, comme vous venez de le dire, quand on parle de la fraude fiscale, à côté de la fraude fiscale, il y a aussi l'évasion fiscale. Mais les gens ont l'habitude de parler seulement de l'évasion fiscale. Il y a aussi l'évasion des capitaux. Donc le mot évasion, on peut coller ça à n'importe quelle action, à n'importe quel événement. Et l'explication est tout simplement que lorsqu'il y a évasion, on profite de l'ignorance de la législation pour contourner l'impôt. Parce que la fraude fiscale, elle est légale. C'est-à-dire qu'un impôt établi, mais l'assujetti cherche des manœuvres dilatoires pour contourner, payer moins d'impôts, échapper à la loi. Mais tandis que l'évasion, c'est-à-dire qu'il y a de l'inattention, où on ne sait pas vraiment établir les choses dans leur spécificité. Bon, l'assujetti trouve là une aubaine de ne pas payer et de contourner. Une fois de plus, cela revient, n'est-ce pas, à l'administration fiscale, qui est très outillée, parce qu'on a formé les gens là-dedans pour essayer de contrecarrer ou de contraindre les assujettis afin de faire en sorte que le pays puisse bénéficier de toutes ces recettes-là. Alors, professeur, parlant de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale, sur le plan économique, ça paraît comme des fléaux, des gangrènes qui n'aident pas le pays à avancer. Vous qui êtes chercheur, vous qui êtes professeur d'université, vous qui comprenez un peu les méandres de toutes ces opérations économiques, y a-t-il des solutions immédiates ou des solutions idoines, urgentes pour essayer de mettre un peu loin de l'économie congolaise dans le secteur minier ces deux fléaux, et des solutions que vous préconisez-vous? Voilà, les solutions, comme vous venez de le dire, j'ai parlé du contrôle fiscal. Il ne se pose pas trop de problèmes en ce qui concerne la législation minière. Il est vrai qu'il y a à boire et à manger. Pour l'instant, le code de 2018, certes, cela a sensiblement augmenter les taux d'imposition, mais une chose est d'avoir de règles, mais une autre c'est d'assurer un contrôle. Si le contrôle ne suit pas, il va y avoir un problème. Les organes de contrôle de l'État sont nombreux, mais pour ce qui est de l'impôt, nonobstant l'administration fiscale, l'IGF peut entrer dans la danse comme on le fait déjà. Vous voyez, il y a des retombées. Il y a aussi la Cour des comptes qui doit intervenir dans une certaine mesure. Les contrôles parlementaires. Vous avez vu quand on a déclenché
seulement pour un secteur, mais ça urge ces derniers temps, c'est parce que les parlementaires ont commencé à travailler dans le sens de vouloir un peu contrôler. Lorsque on fait les matières financières et qu'on n'associe pas le contrôle, on ne peut pas s'attendre à des résultats escomptés. Donc, la solution, c'est de renforcer le contrôle. Je vois la Cour des comptes pas vraiment en train d'emboîter le pas. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas rattachée, mais vous voyez que c'est un contrôle juridictionnel. Il y a des magistrats des cours des comptes où si on déploie, n'est-ce pas, ces magistrats sur le terrain, on peut s'attendre à des résultats satisfaisants. Oui, parlons toujours de recettes fiscales. On entendait beaucoup des mines avec le code minier de 2002 qui est maintenant fait partie de l'histoire. Mais justement, à quoi attribuez-vous la faiblesse de recettes récoltées dans l'application du code minier de 2002 à sa promulgation jusqu'en 2018 à son abrogation avec le code minier révisé? Donc le code minier de 2002, la faiblesse de, n'est-ce pas, de ce code, c'était au niveau de régime fiscal, régime douanier, régime lié aux recettes non fiscales, et puis on peut ajouter aussi le régime des, n'est-ce pas, des différents taux d'imposition. Si vous voyez très bien la manière dont les choses se sont présentées, le pays ne pouvait rien s'attendre à quelque chose de consistant. Vous avez vu même les hautes autorités de ce secteur-là passer pour dénoncer que non, voilà, ils ont même commis une erreur. Une erreur parce qu'ils ont confié les mines, n'est-ce pas, aux investisseurs étrangers, et en contrepartie, il y a eu de faibles rétributions. Pourquoi? Parce que le cadre juridique, le cadre légal, la loi minière était déjà, n'est-ce pas, voué à l'échec, dans la mesure où on a donné plus d'avantages aux partenaires étrangers au détriment des partenaires locaux. Donc, quand déjà ces cadres-là n'est pas bénéfique à la nation, on ne pouvait s'attendre qu'à de telles dérives. Alors, professeur, le constat, il reste quand même catastrophique s'il faut faire un focus sur les entreprises minières congolaises, parce que l'État propriétaire n'arrive pas à le redresser. Les exemples sont légion. On peut en citer deux, la GKMIL et le Kimo et d'autres qui ne sont pas quand même aujourd'hui des boîtes qui inspirent confiance au niveau de la fiabilité. Alors, l'État ferait quoi et à quoi attribuerons-nous cette faiblesse-là de l'État qui n'arrive pas à ces entreprises à le redresser? Ça reste comme ça, 20 ans, ça pourrait être durant 30 ans. Et comment on peut sortir d'une telle ornière aujourd'hui, d'autant plus ces entreprises-là, par le passé, c'était des fleurons de notre économie? Le pays doit savoir ce qu'il veut. C'est tout simplement ça. Vous voulez que ces entreprises soient transformées en sociétés commerciales. Je crois qu'il faut que ça reflète réellement ces souhaits-là et cette vocation. Parce que si avant, ces entreprises étaient des entreprises de l'État, tout simplement, mais maintenant, c'est devenu des entreprises commerciales, on pouvait s'attendre quand même à des très sensibles améliorations. Donc, aujourd'hui, dire encore que les Okimo et consorts là continuent à battre de l'aile, c'est pour dire que l'État ne cherche pas vraiment à booster l'économie, n'est-ce pas, de ces entreprises. Alors, lorsqu'on veut arranger le social, on arrange l'économie. Lorsqu'on veut diriger bien la cité, on arrange l'économie. Ce que l'État peut faire, c'est que les textes sont là. Il faut appliquer les textes à bon escient. S'il faut donner des moyens à ces entreprises-là, c'est-à-dire chercher à sorte que l'on puisse créer un attrait aux investissements afin de relancer réellement. On ne doit pas, comme on avait dit par le passé,
d'aller de projet en projet, n'est-ce pas, de planification en planification. Lorsqu'on a calé que voilà, on a des réformes, il faut aussi qu'à un certain moment qu'on puisse procéder à l'évaluation pour dire que voilà c'est ce qu'on avait dit, où est-ce que nous en sommes, comment recadrer. Mais si on laisse seulement les choses comme ça, c'est comme qui dirait on a donné un coup de pied dans l'eau. Donc moi je pense qu'il faut un travail d'évaluation, un travail de recadrage pour que ces entreprises-là se relèvent définitivement et fassent profiter à la nation, n'est-ce pas, des retombées conséquentes. Enfin, je laisse la parole à Jean-Louis Massougra. Moi, je prends ma dernière question pour cette série de prises de parole. Professeur, puisque vous êtes un expert de la joint venture, parlons du secteur minier, ce processus a des chances de réussir au Congo au niveau du secteur des mines passées. Dans beaucoup de domaines, ça n'était qu'un échec. Est-ce que la joint venture dans le secteur minier, on voit comment les capitaux sont introduits, on voit comment les parts sont reparties. Est-ce que la joint venture dans le secteur minier a une chance de réussir? La chance, bien sûr que oui. Mais comme j'avais dit à l'époque, quand vous m'avez... on a travaillé avec vous, le problème, c'est que on était mal parti. D'abord, les conditions. Il y a de préalables. Il faut que les conditions soient remplies. Mais maintenant qu'on a démarré la joint venture, sans tenir compte de ces préalables, il y a une flopée des études. Hein? Même le gouvernement, il y a eu des études, des commissions, des revisitations, ainsi de suite. Les études ont été réalisées. Mais moi, j'ai comme l'impression que, comme ces commissions étaient des commissions ad hoc, bon, une fois on a rendu, et puis ailleurs, il n'y a pas eu de suivi. C'est ainsi que nous disons qu'aujourd'hui, si vous voulez que la joint venture puisse se réussir, il faut d'abord commencer par la loi. La joint venture est une loi. La joint venture est dans le domaine de la loi. Là où la joint venture est née, c'est sous forme d'une loi et il y a des réformes qui ont émaillé son parcours. C'est toujours dans le cadre de renforcer cette loi-là. Nous utilisons ces procédés, mais nous n'avons pas une loi. Bon, on dirait qu'il y a le code minier, bien sûr, mais le code minier, c'est dans le cadre minier. Mais la loi est une loi. Ça peut être une loi applicable de façon tout à fait générale et il y a certaines spécificités qu'on peut toujours faire ressortir. De deux, il y a par exemple le contrat de joint venture qui se trouve être disséminé à travers la République. Mais il n'y a pas uniformité. Ici, vous trouvez qu'il y a un taux de 15%, l'autre un de 5%. Dans ces conditions-là, comment on peut réussir? Il faut quand même qu'on puisse arriver à un modèle type de contrat de joint venture. Discuter au niveau des instances pour qu'on puisse avoir une ligne de conduite. J'ai toujours dit aussi qu'attention, lorsqu'on est dans la joint venture, il faut aussi que les calculs économiques qu'on utilise puissent faire recours à des instruments. Les instruments statistiques, les instruments économétriques. Calculer la rentabilité, c'est bon. Calculer la rentabilité financière et économique, on le fait. Mais il y a d'autres variables qu'on appelle le risque. On ne le fait pas. Avant d'entrer dans le fonctionnement de la joint venture, on doit nécessairement évaluer les risques. Parce que si on connaît déjà le risque dès le départ, on peut prendre les dispositions pour réduire ces risques-là. Je dis aussi que comme c'est un secteur qui brasse des milliards, je l'ai toujours insisté, il faut que ça soit rattaché à la présidence. Il y a, comment on appelle ça, le marché public, autorité de régulation du marché public. Il y a aussi cette histoire de RAM, ainsi de suite. On me dit que c'est aussi rattaché à la présidence. L'ampleur des sommes qui circulent dans ces secteurs-là mérite que la présidence puisse avoir un droit de regard.
Pour faire quoi? Pour planifier la joint venture. C'est-à-dire quoi? Vous avez un cadre, un schéma directeur. Lorsque quelqu'un veut entrer en partenariat avec vous, il va trouver un cadre. Et ce cadre-là va permettre à ce que vous puissiez voir, si vous voulez travailler avec nous, voilà ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Et aussi, on planifie, après avoir planifié, il doit y avoir des organes de gestion aussi, pour gérer, pour planifier, et même pour contrôler. C'est ainsi que ça se résume à ce que moi j'ai appelé un observatoire. Il faut mettre en place sous le contrôle de la présidence. Autorité de régulation des joint ventures. C'est facile à faire parce que moi j'ai déjà tout prévu. Parce que si ça évolue de façon laxiste, alors on va continuer seulement à pleurnicher. Il faut encadrer ces secteurs. Je ne vois pas un secteur qui brasse des milliards comme le secteur minier. Et on ne peut pas laisser ça comme ça. Autorité de régulation par-ci, par-là. On rattache tout, sauf ça. Alors, on aura nos yeux que pour pleurer. Et justement, nous critiquons justement le code minier de 2002. Mais maintenant, nous sommes au code minier de 2018, de mars 2018, et nous attendons des améliorations. D'emblée, par les décisions prises, peut-on parler d'amélioration? Voilà, je suis en train un peu de... Bon, enfin, j'ai trouvé que vous êtes en train de piocher le code minier. Vous avez commencé avec le code minier 2000 et je m'attendais aussi au code minier 2018. Voilà, messieurs les journalistes. Il n'y a que 3 ans, mais... Ouais, le code minier de 2018 est un code minier qui a bouleversé, comme qui dirait, les acteurs dans ces secteurs. Certes, cela a donné plus de moyens au gouvernement, mais les partenaires étrangers sont en train de réfléchir par 2 fois parce qu'on a trouvé que au lieu d'aller du simple au double, mais vous allez voir qu'on a sensiblement augmenté le taux moyen d'imposition. À titre d'illustration, dans le code minier de 2002, on est passé de 48% à 72% pour ce qui est de mines de cuivre et de cobalt. Donc 48 à 72%. Vous voyez cette augmentation sur le plan économique. Taux d'imposition moyen. Donc on voit dans l'ensemble, cobalt et mine. Mais pour mine d'or, on est parti de 55 à 95%. Vous voyez. Donc on est en train de dire que nous sommes allés au-delà de normes internationales. Mais bon, ça peut se justifier aussi parce que quand nous étions en train de subir le faible taux d'imposition, bon, la communauté internationale avait trouvé ça comme une aubaine et là, il n'y avait pas trop de problèmes. Mais maintenant qu'on essaye aussi à notre côté d'augmenter, bon, il y a un peu d'hésitation. Mais tout cela n'est pas un problème parce que c'est un partenariat. Les partenaires sont obligés de réfléchir et de voir comment recadrer les choses. Professeur, alors aujourd'hui, revenons à la question principale de notre entretien, de la joint venture. Il y a une opinion qui va très loin dans nos raisonnements pour estimer que si l'économie congolaise bat de l'aile par rapport aux joint ventures, c'est par exemple le fait aussi que le capitaux des partenaires sont tout le temps costauds et que l'État n'apporte rien à part ces gisements, vous l'avez dit au début, sous-évalués. Comment contourner ces difficultés-là? Parce qu'ils amènent les capitaux de façon faramineuse et nous on n'apporte rien et on sous-évalue les gisements et la difficulté demeure. Voilà, le problème est qu'ils amènent les capitaux, c'est vrai, mais vous avez vu des déclarations à la télévision que bon, ces capitaux ne sont pas des capitaux frais aussi. Donc quand ils vont chercher au niveau de la finance internationale des prêts, disons des emprunts. Et puis lorsqu'ils amènent ça ici, bon, avec des taux tout à fait faibles là-bas, mais lorsqu'ils amènent ça ici, avec des taux élevés, bon, disons, ils amènent des capitaux. Maintenant, notre côté congolais, qu'est-ce que nous devrions faire? Nous, il faut renforcer l'expertise.
qui évalue? Si ce sont eux qui évaluent, bon, ils peuvent toujours sous-évaluer. Donc il faut qu'il y ait une sorte de contre-expertise. C'est à ce que je dis, il faut associer les scientifiques. Nous avons des facultés de géologie, des facultés, même à Lubumbashi, même ici, plusieurs années où on sort des ingénieurs des mines, ainsi de suite. Ils ont la capacité d'évaluer. Je sais qu'il se pose un problème d'outils qui sont un peu rudimentaires, mais avec un peu de volonté, on peut faire un travail de qualité en procédant à une évaluation tout à fait réelle et scientifiquement avérée. Parce que si ils ont amené les capitaux et que nous, de notre côté, on n'est pas au rendez-vous pour essayer d'évaluer, ça posait un problème. Autre problème, c'est quoi, M. Jean-Pierre? Lorsque on veut démarrer la joint venture, pour que tout soit clair, on demande qu'il y ait au préalable une étude de faisabilité. Après cette étude de faisabilité, on peut maintenant voir clair. Parce que et l'évaluation, et comme qui dirait, le nombre de parts, tout ce qui entre en ligne de compte du fonctionnement de la joint venture se trouve être étudié dans cette étape-là. Étude de faisabilité ou soit de factibilité. Alors, si cette étude-là déjà, vous n'en faites pas partie, ou soit vous prenez ça à la légère, c'est là où tout se joue. Donc, il faut quand même mobiliser les gens, il faut quand même faire en sorte que les gens prennent conscience, et s'il y a des déficits au niveau des capacités, on peut renforcer les capacités de ces acteurs-là afin de répondre efficacement au rendez-vous. Professeur, pensez-vous aujourd'hui que faire de la joint venture une loi paraît incontournable pour le faire ici au Congo? Donc si ce n'est pas une loi, on va tourner en rond et il y aura échec après échec dans les négociations. Donc pour vous dire que le chemin incontournable, c'est de faire de la joint venture une loi. Bien sûr que oui, parce que la joint venture elle-même est une loi. C'est ça le problème. On ne peut pas l'appliquer sans que ça soit coulé sous forme d'une loi. Vous voyez l'ampleur de fonds qui circulent dans ces secteurs. Pour éviter la dilapidation des ressources, l'État doit quand même faire en sorte que les choses soient clairement établies. Comme ça s'applique ailleurs, la loi va donner un cadre juridique tout à fait clair afin que on voit combien on gagne, combien on perd. Donc, on apprécie les choses à sa juste valeur. Mais si on ne le fait pas, on aura des contrats, comme qui dirait, qui auront un vide de sens et un vide de contenu. Parce que la joint venture est d'une application générale. Si nous sortons des mines, là où il y a les codes miniers, maintenant, si nous faisons d'autres partenariats, alors ça aura quel soubassement? Par exemple, les routes, par exemple, les aéroports, ça peut aussi être dans le cadre des joint ventures. Vous allez encore créer un autre code pour ça. C'est ainsi que nous disons, il faut une loi de joint venture applicable de manière dans tous les secteurs. À ce moment-là, ça peut apaiser. Parce que lorsque nous avons des différends au niveau de l'arbitrage international, parce que Washington dit ceci, lorsqu'il y a un problème qui se pose au niveau des joint ventures et que cela est porté au niveau de l'arbitrage international, on va juger ces différends par rapport aux lois du pays. Les pays où se déroule l'exploitation. Alors, les lois aussi dans notre pays ici existent. Mais la loi sur la joint venture n'existe pas. On va tabler sur quelle loi maintenant? Loi générale. C'est là où la loi est impérative et incontournable. Et justement, en revenant en fait sur les questions des codes, passant d'un code à un autre, il y a un point qui a chopé. J'allais même ajouter le super profit et puis la redevance. Parce que là, il ne faut pas oublier que ça quittait 2 à 10%. Ce sont ces deux éléments qui achoppent. Ça constitue une pomme de discorde. Et en partenaires qui veulent évoluer ensemble, il y a toujours moyen, n'est-ce pas, de régler cette affaire. Comme j'ai appris que ça sera soumis à une sorte de renégociation, ce sont les matières qui seront
est discuté. Mais moi, je donne seulement un petit conseil. Lorsqu'on veut renégocier, il faut toujours associer les forces, les couches, les scientifiques qui s'intéressent à la joint venture. Il y a aussi des cabinets d'études, des bureaux d'études, pour que cette fois-ci, qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, regretter comme ça a été le cas il y a belle lurette. Bonsoir professeur, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir dans ce plateau avec mes confrères journalistes pour analyser les questions brillantes de l'actualité relative au secteur minier de la République démocratique du Congo. Une question me revient en tête. Selon vous, la RDC a-t-elle vraiment une politique minière? Oui, la RDC a une politique minière et vous n'avez que à voir dans les états généraux tenus à Kinshasa par son excellence madame la ministre de Mines, où les éléments de la politique minière ont été analysés de fond en comble, les objectifs, atteindre les moyens qu'on doit mettre en place. On a mis l'accent sur l'application du code minier que les gens doivent nécessairement se conformer. Nous, en tant que chercheurs, nous ne pouvons que acquiescer et voir comment les choses se passent. Donc la politique minière existe. Professeur John Ekina Bongongo, l'actualité, c'est aussi cet accord conclu entre la RDC et le Rwanda pour une exploitation commune des gisements miniers à l'est de la République démocratique du Congo. Comment cet accord peut-il être profitable pour la République démocratique du Congo, bien évidemment, notamment la raffinerie d'or à construire au Rwanda? En économie, toutes choses restent égales par ailleurs. Tout contrat de joint venture, tout contrat de partenariat est toujours le bienvenu. Cependant, dans ce genre de partenariat, il appartient aux deux parties de bien clarifier les choses. Une étude de préfaisabilité peut éclairer, voir qu'est-ce que les deux pays gagnent, qu'est-ce que notre pays tire comme gain sur le plan rentabilité financière, les dividendes, le royalty, le droit d'amodiation, le droit superficiel. Il y a beaucoup de retombées. Mais il faut que ça soit apprécié à leur juste valeur. Et aussi, sur le plan rentabilité économique, création d'emplois, la valeur ajoutée, ainsi de suite. Ces éléments-là doivent être clairement établis afin que l'on sache si nous entrons dans ce partenariat, qu'est-ce que nous gagnons. Si nous n'entrons pas, qu'est-ce que nous gagnons. Est-ce que nous perdons? Est-ce que nous gagnons? D'emblée, il faut travailler en synergie. Il faut encourager ce genre de partenariat pourvu que le pays se retrouve. Ça, sur le plan économique, il n'y a que le profit qui constitue le leitmotiv. Il n'y a pas autre chose. Si on gagne, clairement, on peut augmenter la croissance de notre pays, ça peut s'apprécier. Mais si nous ne gagnons pas, cela ne vaut pas la peine. La République démocratique du Congo a des moyens aussi pour entreprendre de telles activités, c'est-à-dire implanter des raffineries d'or dans ces pays. Ce ne sont pas des moyens qui manquent, mais c'est un problème de choix politique. Si le choix politique... C'est pas la volonté, professeur. La volonté politique, si la volonté politique s'oriente vers cette exploitation commune, on ne peut que saluer. Mais sur toute l'étendue, il y a aussi des mines d'or. Il y a un autre point d'achèvement, c'est le fameux pacte de stabilité. Ça fait beaucoup de bruit. On avait même l'impression au moment à avoir l'évolution du code que ça tournait pratiquement autour de ça. Le pacte de stabilité qui était un des piliers du code de 2002, dont les dispositions ont été
pas dire amoindri ou bien diminué, mais en fait de quoi s'agit-il? Quelle est cette mutation qui a eu sur le pacte de stabilité? Bon, merci monsieur le journaliste. Écoutez, moi j'ai fait toujours un tour d'horizon. Quand j'ai lu notre code, j'ai lu aussi les codes des pays environnants. J'ai lu plusieurs codes en Afrique. J'ai toujours fait ça. Une sorte d'étude comparative. Mais dans ces codes-là, il est dit clairement ceci. Lorsqu'il y a un problème, tout en étant dans la logique des pactes de stabilité, il y a toujours possibilité de renégociation. Il y a des clauses pareilles. Pacte de stabilité, oui, mais la stabilité a un temps. Lorsqu'on arrive, il y a des nouvelles donnes qui interviennent, il y a toujours moyen de s'asseoir pour dire que non, voilà ce qui se passe, comme le super profit là. C'est une nouvelle donne. Parce qu'en 2002, ça n'existait pas. En 2002, depuis que ces codes-là existent, il n'y a jamais eu une telle imposition. Mais en 2018, on a remarqué qu'il y avait flambé des prix, disons, des cours de matières. C'est ainsi qu'on l'a inséré. Vous voyez, le pacte de stabilité n'exclut pas qu'on puisse revenir, qu'on puisse recadrer, ainsi de suite. C'est ainsi que vous avez dit, le code minier de 2002, c'était quand même un code qui a été décrié par tout le monde, parce que vous avez vu que ça n'a pas vraiment donné satisfaction. Donc, quel que soit, comme on avait parlé de stabilité, mais en certain moment, lorsqu'on voit que c'était totalement déséquilibré, et totalement, comment dirais-je, penché seulement d'un côté, on ne pouvait qu'arriver à ça. Professeur, dans le secteur minier, il y a une question qui nous vient à l'esprit, maintenant. Quelle est la recette fiscale ou parafiscale qui semble être la plus importante dans ce secteur? On doit passer par quelle fiscalité? Recette fiscale? Beaucoup d'argent. Bon, monsieur le journaliste, on rit un peu. Vous savez, je prends seulement la fiscalité intérieure, la DGI. Nous avons les impôts réels, redevances minières, impôts sur le revenu et autres impôts. Là, je vois la DGI. Alors, on trouve là-dedans des taux, comme qui dirait, qu'on peut parler, qui relèvent de droit commun. C'est-à-dire que dans tous les secteurs, c'est le même taux. Par exemple, sur le véhicule, partout, vous aurez le même taux. Mais il y a aussi des taux d'imposition spécifiques, essentiellement pour les secteurs miniers. Alors, voici les deux taux d'imposition importants. C'est le super profit. Ça, c'est vraiment une histoire qui n'existe que dans le secteur minier. Et c'est de l'ordre de 50%. Autre chose, c'est la redevance. 10%. 10%, ce sont ces deux. Oui, non, bon, enfin, d'une manière générale, il y a toujours. Alors, c'est ça qui pèse un peu et qui donne beaucoup plus de ressources. Bon, sur le impôt sur le bénéfice, bon, vous devez savoir que ces entreprises aussi, dans une certaine mesure, réalisent rarement des bénéfices. Donc, ils évoluent comme ça, ainsi de suite. Mais là où l'État tire vraiment les ressources, c'est dans ces deux impôts-là où on trouve plus de moyens, nonobstant parce qu'il y en a plusieurs, ainsi de suite. Mais il y a aussi le régime de change qui a un peu inversé les choses. Parce qu'avant, 60% qui devaient être transférés et 40%, maintenant on a inversé. 60% doit rester ici et les 40% là-bas. Là aussi, ça donnait beaucoup de ressources parce que si les 60% d'exportation restent dans le pays, donc les devises sont là et ça peut constituer une sorte de matelas pour essayer de faire face à tout ce que nous pouvons avoir. Donc, voilà un peu comment je peux vous expliquer en ce qui concerne les deux impôts importants en matière de mines. Professeur John Ekina Bongongo, pourquoi les secteurs miniers posent toujours problème en RDC? Est-ce qu'on peut parler d'une crise de l'autorité de l'État dans ces secteurs?
Parler de crise d'autorité, je ne pense pas. Moi, j'aimerais qu'on puisse parler plutôt de faiblesse. Il y a dans les chefs du gouvernement des problèmes qui font qu'ils ne puissent pas relever les défis dans ces secteurs. Donc en gros, on peut dire qu'il y a un problème, comme qui dirait, la faiblesse du cadre institutionnel et même l'incohérence dans ces secteurs-là. On peut aussi dire les carences dans les autres secteurs. Donc l'État doit tout simplement prendre les choses à bras le corps, utiliser à bon escient les textes qui régissent, n'est-ce pas, le fonctionnement dans ces domaines. Professeur, comme vous le savez, les créateurs artisanaux pilulent dans les pays, plus précisément dans les carrières minières. Pourront-ils un jour disparaître pour ne laisser la place qu'à des entreprises viables? Voilà, le problème des créateurs artisanaux ne se pose pas parce qu'il est résolu par la loi minière. Donc le code minier reconnaît le travail des créateurs artisanaux. Alors, il appartient maintenant au gouvernement, n'est-ce pas, d'encadrer ces gens qui évoluent dans ces secteurs et essayer de donner les moyens conséquents afin que, à la longue, puissent se transformer en petite et moyenne entreprise. Donc c'est l'État qui encadre, c'est l'État qui arrange, n'est-ce pas, comme qui dirait, planifie, déblayer les terrains, mettez des instruments pour essayer de faire en sorte que ces artisanaux-là puissent essayer de, à la longue, de devenir véritablement de petites et moyennes entreprises. Professeur, il y a une opinion qui a levé les coins des voiles, qui estime, ça vous donnez un avis en tant qu'expert ou en tant que Congolais seulement. Il y a des gens qui visaient les contrats avec la Chine sur le secteur minier. Pensez-vous que le Congo gagnerait dans ce domaine ou bien il faudra laisser couler l'eau sous le pont? Est-ce que les contrats miniers, doit-on les réviser et le Congo gagnerait quoi si jamais on révisait ces contrats chinois? J'ai toujours affirmé cela, que la joint venture est un véritable levier du développement qui a fait ses lettres de noblesse ailleurs. Dans notre pays, la joint venture a été mal appliquée et même mal conçue et que rien n'est trop tard de corriger, d'arranger. Et nous invitons les autorités, comme ils ont pris l'initiative de renégocier ces contrats, d'aller avec ça jusqu'au bout pour que les pays espèrent quand même voir ses fils bénéficier de ces minéraux, de la richesse que Dieu nous a dotée dans notre sous-sol. Mon ouvrage a fait ses preuves sur le plan international. Il a été présenté dans beaucoup d'universités, au Maroc et partout, même à l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, partout j'ai fait des conférences. L'ouvrage est apprécié et que les Blancs ont même traduit mon ouvrage en 7 langues internationales. Il s'agit, entre autres, de la version italienne, la version allemande, la version anglaise, la version portugaise, la version espagnole, la version polonaise et néerlandaise. Donc les Blancs s'intéressent à ça et les Congolais doivent vraiment faire un effort de l'appliquer dans une certaine mesure et on peut voir le bout du tunnel avec la joint venture. Ok, c'est par ces mots du professeur John Ekinabongo que nous restavions dans les cadres de 60 minutes que nous allons mettre un terme à ce numéro avec les profs Ekina. Nous avons parlé de la joint venture dans le secteur minier, ses chances, ses forces, ses faiblesses et tout ce qui entoure la joint venture pour que le Congo retire les dividendes dans les différents contrats et partenariats qui le lient ça et là. Merci et à la prochaine.